19h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. Le cri de détresse des parents d'enfants atteints de troubles inquiétants. Depuis le mois de janvier, plus aucune prise en charge n'est réalisée à l'hôpital de Ayatea, la faute aux problèmes administratifs. Guerre et paix, une alliance improbable. Après 10 ans de guerre froide politique, Édouard Fritch et Gaston Floss sortent le drapeau blanc pour le deuxième tour des territoriales et font liste unique. 4 nouveaux noms sur la liste d'Édouard Fritch, devenue liste commune avec celle du Hamouit Heya. On en parle avec notre invité, Jackie Briand, tête de liste de Heyoura Les Verts, une liste battue au premier tour. La maltraitance animale, enfin prise en compte. La gendarmerie se dote de moyens d'action pour endiguer le phénomène. Les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison. Des enfants des Raromat-Ei pâtissent du manque de personnel spécialisé en pédopsychiatrie. Depuis le mois de janvier, plus aucun spécialiste ne s'est rendu à Ayatea. Résultat, les familles se retrouvent seules et s'inquiètent pour la santé de leur progéniture. Les explications de Laura Chintu, Belinda Toumatariri et Julien Vescovali. L'alerte a été donnée sur les réseaux sociaux par une maman désespérée. Juliette s'inquiète pour son fils Tamati, atteint de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Depuis janvier, l'enfant n'a pas vu l'équipe de soignants qui le suivait à Ayatea. Je suis simplement maman, je m'occupe de lui comme je peux et je fais ce que je peux. Donc après, voilà, il y a des fois où j'en peux plus. C'est vraiment une maman en détresse qui demande à ce qu'on nous ramène cette équipe-là sur Ayatea. L'équipe a toujours raison pour m'aider. Alors on a toujours besoin de l'équipe pour moi. En tout, plus de 200 patients seraient concernés aux îles sous le vent. Pour l'association Entre deux mondes qui accompagne les parents dont les enfants souffrent de troubles du développement, la situation n'a que trop duré. Ça fait janvier, février, mars, avril, d'accord ? Donc au nom des mamans de ces familles-là, elles demandent urgemment que l'équipe pédopsie revienne sur les Raromat-Ei dans les îles. De son côté, le CHPF assure qu'il n'y a pas eu d'interruption dans les prises en charge. Les suivis de soins ont eu lieu, mais différemment, par téléphone ou par visioconférence, avec des évacuations sanitaires en cas d'urgence. C'est une petite fragilité d'organisation, avec des arrêts maladie, des départs à la retraite, etc., qui nous ont amenés, malheureusement, et on le déplore énormément, à suspendre les tournées dans les îles éloignées. Le CHPF annonce un retour à la normale dès le mois de mai aux îles sous le vent. Et nous poursuivons avec l'actualité politique. À 91 ans, Gaston Floss redevient indispensable sur la scène politique et joue son va-tout. Il vient de signer pour le deuxième tour avec celui qui l'accuse d'avoir coulé le pays depuis près de 10 ans. Des accords ont bien été passés entre le Tapura et le Tahuira. Le Tapura qui a déposé sa liste cet après-midi avec de nouveaux noms qui seront connus officiellement demain. On sait déjà que Pascal Haïti est sur la nouvelle liste commune. Lucille Guichet et Jérôme Lee. Ils arrivent en fin de journée, à 1h de la clôture du dépôt des listes. Le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, le ministre de l'Agriculture et maire de Tevayuta, Teari Alpha, et le secrétaire général adjoint du parti, Jean-Claude Tang. Sous leurs bras, la liste remaniée du Tapura pour le deuxième tour. Mais face à la presse, aucun détail n'est donné. C'est une liste d'union des autonomistes contre l'indépendance. Et demain, éventuellement, on aura une conférence de presse où les chefs de parti vous diront un peu plus sur le sujet. C'est-à-dire, il y a qui comme parti autonomiste à part le Hamouit Heya? Vous le savez déjà. C'est Tapura et Hamouit Heya? Voilà. C'est des accords contre l'indépendance. Dans la matinée, Aherea Polinetia est le premier parti à se présenter au commissariat. Sa liste reste la même qu'au premier tour. C'est une rencontre avec Gaston Floss, une rencontre qui s'est très bien passée. Nous avons beaucoup de respect pour lui. Et tout simplement, ce qui en est sorti, c'est qu'on allait maintenir notre liste. Pas de rapprochement avec le Tapura? Je pense que ce qui est important, c'est qu'on s'est engagé sur un programme de 50 mesures, et que le fait de faire en 48 heures, de vouloir rapprocher des équipes qui étaient pourtant séparées au premier tour, c'est assez compliqué. Ça fait un peu alliance politicienne.
À la sortie, Aheria Porinitia croise le Tavini. Face aux objectifs, le Parti bleu affiche la couleur. Sa liste reste inchangée. Et vous avez modifié votre liste? Intact. On a appris dans la presse, comme tout le monde, que je crois Heoula Les Verts et Tawhiti a appelé à voter pour nous. On les remercie. Mais non, on n'a pas du tout appelé qui que ce soit et on n'a pas été appelé. Et donc à quoi est-ce qu'elle ressemble cette liste du Tavini? C'est la même qu'au premier tour, il n'y a pas de changement, on ne change pas une équipe qui gagne. La liste remaniée du Tapura devrait être présentée demain matin. Selon nos informations, 4 élus orange prendraient leur place. Les 3 partis en lice ont désormais 12 jours pour convaincre les électeurs. Et on vient de l'apprendre, si le Aheria Porinitia venait à remporter les élections, c'est Nicole Sanker qui sera candidate à la présidence du pays. Et nous accueillons à présent notre invité, Jackie Briand, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. On vient de le voir, une alliance est donc actée entre Édouard Fritsch et Gaston Floss, un rebondissement presque inattendu. Quelle conclusion vous faites de cette nouvelle coalition ? Ça veut dire que la tambouille des partis politiques traditionnels pour lesquels on avait cru que définitivement on avait tourné la page, certainement que le pouvoir, ça leur monte à la tête et qu'aujourd'hui, ils sont capables de vendre leur père, leur mère, renier ce que vous avez rappelé dans le reportage pour essayer de rester encore aux responsabilités. Et l'habillage pour lequel on entend à savoir que c'est un choix de société entre l'indépendance et l'autonomie, c'est un habillage complètement pudique. Et vous soulevez ce pari au pudique et vous verrez les horreurs de tout ce qui a été rapporté dans ton reportage. C'est une fausse bonne raison, selon vous, qu'il puisse expliquer cet accord contre l'indépendance? Mais comment on peut construire un pays quand on fonde de tels propos jusqu'à la veille du premier tour, dans lequel il se massacre pour essayer d'exister aux yeux de notre population? Le premier résultat, c'est le taux d'abstention. Et parti comme c'est, on va doubler certainement ce taux d'abstention. J'exagère peut-être en disant cela, mais on dégoûte définitivement ceux qui pensent qu'on peut servir le pays, qu'on peut être aux responsabilités du pays et proposer un choix de société, proposer une vision de développement, apporter une réflexion autour du développement soutenable. Toutes ces problématiques de la transition énergétique, nous sommes extrêmement soucieux, en tant que parti politique, de pouvoir porter. Et c'est pour ça que nous estimons qu'aujourd'hui, soutenir ce que le Tavini propose, nous avons des liens historiques d'abord, 2004, 2013, mais aussi sur un certain nombre de problématiques. Justement, pour vous, c'est le meilleur parti qui défend le mieux, qui propose un programme qui défend le mieux l'environnement? En tout cas, c'est avec eux que nous avons travaillé de manière très rationnelle, de manière très positive. Rappelle-toi, lorsqu'il y a eu l'enquête de la commission de l'Assemblée sur les essais nucléaires, c'est avec le Tavini que nous avons travaillé. Rappelez-vous des travaux qu'on a réalisés dans le cadre de la Charte de l'éducation, la signature de la Charte de l'éducation, c'est encore avec Tavini. Et rien que ces 2 exemples, ça veut dire que sur des choix fondamentaux de société, nous avons énormément travaillé et nous avons fait avancer le pays. Aujourd'hui, personne ne remet les travaux qui ont été réalisés. Aucun parti politique depuis 10 ans aux responsabilités, ou en tout cas à la majorité. Et avec ce soutien, vous attendez un retour d'ascenseur ou pas du tout? Rien du tout. Le choix du premier tour, on l'a compris, nous avons été exclus de ce choix. Au deuxième tour, il s'agit d'éliminer ceux que nous estimons comme étant les plus néfastes qui viendraient aux responsabilités, et ça se démontre déjà dans ce type d'accord. Je suis beaucoup plus respectueux de la démarche qui a été faite par Aheria Porinitia, qui sont dans une démarche dans laquelle ils acceptent le principe qu'il y a un gagnant et un vainqueur et ils se représentent pour solliciter le suffrage. C'est très respectable de leur part. Mais ça ne nous emporte pas à vouloir voter pour eux. Même s'ils nous ont pris le vert comme étant une couleur qui fait un peu au Chine. Un mot sur votre résultat. Maintenant, vous avez obtenu près de 2% des suffrages. C'est un peu votre réserve de voix depuis quelques années. À votre avis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, l'observation en suffrage, effectivement, tu as raison. Mais il faut décliner en termes de voix exprimées. Lorsqu'on s'est présenté sur toute la Polynésie en 2017, nous faisions 770 voix. L'année dernière, au mois de juin, nous faisions 1900 voix. La semaine dernière, nous avons fait 2400 voix. Ça veut dire que
la courbe ascendante. Et maintenant, définitivement, l'écologie politique prend place. Maintenant, c'est un travail de présence sur le terrain, de réseau, de formation de cadres. Un peu tardivement, peut-être encore. Oui, mais tu regardes l'ensemble des pays aujourd'hui pour lesquels les partis politiques se sont engagés dans l'écologie, ils ont mis énormément de temps avant d'arriver aux responsabilités. Merci beaucoup à Jacques Briand d'avoir été avec nous ce soir. Et avant de clore cette rubrique, on s'intéresse au quartier populaire, une cible électorale de taille pour les partis encore en lice. Il y a des électeurs qui ne se sont pas déplacés dimanche. Le second tour pourrait-il réveiller des ardeurs civiques? Les citoyens qui vivent là ne sont pas insensibles au scénario de ce second tour, d'autant que les militants les informent. Stéphane Ratino et Nicolas Suir. C'est un fait. Dans les milieux populaires, la politique est un univers que l'on regarde désormais avec distance. C'est vrai partout dans les démocraties. L'abstention monte. À Titioro, il y a des voix qui sommeillent. Johanna est une militante rouge. Cette bénévole partage son temps entre son association et l'action de terrain. Du sur-mesure, un face-à-face quotidien pour expliquer et convaincre. Ici, un abstentionniste, on déroule l'argumentaire. J'ai compté le premier tour, ils sont venus voter. Mais je suis ici encore d'aller voir encore les personnes dans le quartier de Titioro, d'aller voter au deuxième tour. Ici, même si l'appétence pour la politique est moindre que jadis, les citoyens savent qu'il y a un second tour et une triangulaire. Et un scrutin dont le résultat reste incertain, très ouvert. Une réalité qui, comme dans un match de boxe, pourrait inciter à un regain de participation, l'idée d'un vote redevenu utile. Je parle à les copains, allez. Vas-y, il faut aller voter, Je peux aussi dire tous les gens qui étaient gagnés là, il faut rentrer dans la maison, dans le foyer, il faut aller, faut récupérer un peu les voix pour le deuxième tour. Tu crois qu'il y aura plus de gens qui vont aller voter au deuxième tour qu'au premier tour? Je crois aussi. Je crois aussi qu'il y aura du monde, il y aura du monde. Vous en parlez entre vous déjà de ce second tour-là? Vous dites, tiens, tel ou tel parti? Oui, on en parlait, on s'est même chamaillé pour ça. Au premier tour, 41% des électeurs ont boudé les urnes. C'est dans ce silence rompu que les partis politiques espèrent entendre les hurrahs de la victoire le 30 avril au soir. Et c'est ainsi que se referme cette page spéciale. C'était une annonce du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La gendarmerie renforce son dispositif de lutte contre la maltraitance animale. Un officier référent sera dorénavant désigné dans chaque brigade comme l'interlocuteur unique du parquet et des associations sur ces questions. Ces dernières se réjouissent de la prise en compte de ce problème par les autorités. En 2022, 27 infractions ont été recensées en Polynésie et 8 depuis le début de l'année. Vous regardez ce reportage de Caroline Fary et Sandroli, mais attention, à certaines images peuvent choquer. Ce chien, attaché 24 heures sur 24, a subi de longs mois de souffrance. Ce cheval, agonisant au bord de la route à Hitia, a pu être sauvé in extremis par l'association Dog Help Tahiti. Des cas de cruauté envers les animaux parmi tant d'autres en Polynésie où dorénavant chaque brigade de gendarmerie aura son référent chargé de suivre les plaintes et d'enquêter sur ces violences. L'objectif est de coordonner l'ensemble de l'action au niveau de la gendarmerie et de tisser des liens avec les professionnels et les partenaires des associations. Et enfin, un partenariat nourri avec l'État et le pays. Cette plainte sera diligentée au sein de la brigade et en fonction de sa gravité, puisque ça peut aller de la contravention jusqu'à un délit puni de 5 ans d'emprisonnement, nous, on se chargera de veiller à ce qu'il soit donné aux bonnes personnes. D'ici le mois de juin, les 100 000 gendarmes de France et d'outre-mer recevront une formation spécifique. Les associations et autres défenseurs de la cause animale saluent une initiative encourageante pour l'avenir. Aujourd'hui, la cause animale prend enfin un peu d'essor au sein des forces publiques. Donc on s'est proposé de travailler avec eux pour pouvoir mieux cadrer et surtout
intervenir dans le cas des mauvais traitements et des actes de cruauté envers les animaux. C'est vraiment un premier pas de l'État et c'est une réponse à ce que l'on attendait. Et c'est vrai que le fait de l'avoir mis en métropole et que ça arrive aussi ici, sur le territoire, ce n'est qu'une bonne chose puisque ce sont les services de gendarmerie. Donc là, on est sur du judiciaire pur. Dans l'Hexagone, c'est une première. La ville de Carrières, sous Poissy, a porté plainte ce lundi contre un maître chien. En Polynésie, les communes, voire le pays, pourraient un jour s'y atteler, d'autant que selon plusieurs études, maltraitance animale rime souvent avec violence intrafamiliale. Voilà, moi j'ai bien pleuré, ça fait 1 heure que je pleure. Un mot de justice. Joinville-Pomaré a été relaxé dans l'affaire d'occupation illégale du lotissement Miri. Souvenez-vous, en 2020, le promoteur Thierry Barbillon de la société SCI de l'Anneau porte plainte car le tout nouveau roi autoproclamé revendiquait 90 hectares de terre dans les hauteurs de Punaouia. Il y avait même construit une résidence royale. Alors qu'un câble sous-marin reliant Tahiti à Rurutu et Tupuai est en train d'être posé, on s'intéresse à sa fabrication dans l'usine du premier fabricant européen à Calais. Envoyer une image, une vidéo ou un email de Papeete à Fort-de-France ou de Paris à Saint-Pierre-et-Miquelon donne l'image d'un monde sans fil. Pourtant, rien de tout cela ne serait possible sans ces autoroutes numériques. Les détails de Pierre Lacombe et Bruno Cavita. Des câbles sous-marins comme celui-ci, il en existe plus de 450 au fond de nos océans. Ces autoroutes numériques assurent aujourd'hui 99% des communications mondiales et tout commence par de simples fils colorés, la fibre optique. Elle est aujourd'hui capable de transmettre des ondes lumineuses et d'envoyer nos emails, nos photos et nos vidéos en un fragment de seconde à plusieurs milliers de kilomètres. La fibre, en fait, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qui, en termes de diamètre, est à peu près équivalent à la taille d'un cheveu. Nous sommes à Calais, chez le premier fabricant européen de câbles sous-marins. 600 salariés travaillent ici avec 3 missions principales. D'abord, protéger les fils de fibre optique dans le câble qui peut en contenir jusqu'à 40. Il faut ensuite vérifier son bon fonctionnement et enfin le déployer dans les profondeurs de nos océans. La première étape, ce qu'on voit ici sur la grosse bobine, c'est intégrer les fibres dans un tube inox rempli de gel. Première étape de protection. Ensuite, deuxième étape de protection, où on vient rajouter autour du tube en inox des fils acier qui sont tressés, qui permettent de protéger l'intérieur de la pression au fond de l'eau. Le cuivre ou l'acier permettra ensuite d'accompagner l'électricité indispensable à l'amplification du signal optique. Une dernière couche isolante et le câble, dont certains sont à peine plus épais qu'un tuyau d'arrosage, va rejoindre cette immense cuve. Une bobine géante enroulée à la force des poignets. La moindre torsion est interdite. Des câbles sous-marins, il en existe de toutes les tailles en fonction du terrain, des risques naturels ou des expositions aux engins de pêche. Tout système commence par une étude des fonds marins, donc qui est réalisée pour savoir exactement quel type de câble nous devons mettre à tel endroit. Donc on adapte le type de protection à l'endroit où il va être déposé. 1,3 million de câbles tapissent les fonds marins, l'équivalent de 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. Le plus long est en cours de déploiement. En 2024, il fera le tour de l'Afrique pour rejoindre l'Inde, 45 000 km à travers les océans. Et enfin, désenclaver la culture et promouvoir la production culturelle au-delà de nos frontières grâce au numérique, c'est désormais une réalité au pays. À Tahiti, en tout cas, à la Maison de la Culture et le ministère de tutelle lancent une plateforme de vidéos à la demande. 250 vidéos sont déjà en ligne depuis ce matin. Vous y trouverez des clips d'antan, des spectacles du Heiva ou encore des documentaires. Et chaque trimestre, l'objectif est d'en proposer 250. Cette volonté est née pendant la crise sanitaire qui a permis le développement d'outils. Le chargé de projet audiovisuel nous en dit plus au micro de Tepio Bambridge et du Beriao. Une plateforme de streaming d'abord. Donc tout le monde peut y aller, c'est gratuit. Il suffit de s'enregistrer. Et ensuite, vous pouvez visionner plein de vidéos en fait, qui datent depuis 1944 jusqu'à nos jours et découvrir ce patrimoine audiovisuel polynésien, que ce soit donc des choses un peu plus anciennes qui étaient filmées en film ou aujourd'hui avec la vidéo. Combien de contenus vous allez proposer dans un premier temps là ? Alors, on ouvre la plateforme avec 250 contenus et on a pour objectif d'en mettre 250 nouveaux chaque trimestre.
ce qui devrait arriver à peu près à 1000 vidéos à la fin de l'année. Avec la plateforme de vidéos à la demande, un portail médiathèque public culture.pf sera également lancé à la fin de l'année. Sachez aussi qu'une application mobile Tefare Tawhiti Nui est aussi disponible sur Play Store et Apple Store. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mardi soir. Ce sera donc une liste d'union pour le Tapura. Une alliance a été scellée entre les deux partis politiques. Selon nos informations, au moins 3 élus orange, dont Pascal Haïti, ont pris place dans cette nouvelle liste. Le Tavenihur Atirei Ahereya Purinitia ont choisi de partir seuls. À suivre sur la première, un film musical dramatique d'abord, Le Soliste, suivi d'une série télévisée, Un meurtre à Pont-l'Évêque. Merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.